pour comme c'est écrit. Et qu'on a. Attends, pardon, du coup, comme tu t'es mis à enregistrer, j'ai compris. Pardon. Et donc voilà, on a été rejoint par d'autres mécènes. Hein. Donc vous voyez la Fondation Ecotone, la Fondation Nature et Découverte, Bjorg, la Boulangère, Vrai, la Maison du Monde Foundation, la Fondation Le Marchand. Voilà, et ce que je pense qui est important que vous ayez en tête, c'est vraiment cette idée de se dire qu'on veut faire passer encore à l'échelle le Fonds pour l'Arbre, pouvoir soutenir plus d'acteurs sur le territoire, que c'est vraiment une communauté de valeurs entre ces mécènes. Ça, je pense que c'est important. On a vraiment envie de travailler avec des entreprises ou des fondations qui ont à cœur de travailler sur les questions de transition agroécologique. Et on essaye effectivement, grâce au Fonds pour l'Arbre et un peu à l'ampleur que chacun peut donner, hein, chacun au niveau des mécènes, de vraiment être un porte-voix de cette cause au niveau national. Si d'avoir plusieurs mécènes un peu, j'ai envie de dire, privés, ça peut aider encore plus à faire connaître ce sujet que vous portez, ça sera quelque chose qu'on aura réussi au sein du Fonds pour l'Arbre. Voilà ce que je peux vous dire rapidement en introduction, si ça te va, Paul. Parfait. Merci Marianne, c'est parfait. Merci à vous. Merci d'avoir introduit ce webinaire. Et puis j'en profite pour présenter peut-être Pauline, pardon. Exactement. Voilà, Pauline qui est la première salariée du Fonds pour l'Arbre, qui a mis sa caméra, qui nous a rejoint il y a un peu plus d'un mois, et on est ravis parce que elle va avoir, je pense qu'elle va se présenter, mais elle va avoir pour mission de nous aider à faire grandir le fonds et trouver d'autres mécènes pour continuer la dynamique. Oui, voilà, moi juste un mot. Merci beaucoup Marianne, merci Paul. Pour me présenter, donc je m'appelle Pauline et donc j'ai rejoint le Fonds pour l'Arbre il y a un mois. J'en suis vraiment très, 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 très heureuse. Et donc mon rôle, c'est chargée de mécénat. Donc moi, mon objectif au quotidien, ça va être d'animer le collectif de mécènes déjà existant pour faire un peu grandir cette dynamique de philanthropie environnementale vers l'agroécologie et à travers le Fonds pour l'Arbre. Et évidemment donc de l'animer, mais aussi de la développer pour que on soit de plus en plus nombreux à se mobiliser pour soutenir cette transition agroécologique et notamment à travers ce sujet, cet élément de la haie. Voilà. Merci Pauline. Du coup, donc j'en profite parce que c'est important de mettre des visages aussi sur les personnes que vous avez en échange parfois et que vous aurez potentiellement en échange quotidien à travers le programme du Fonds pour l'Arbre. Donc, je vais demander à Christine Désert d'activer sa caméra et puis également Clara Picot. Donc, Christine, tu peux te présenter, Clara. Bonjour à tous. Je pense que pour la plupart d'entre vous, on s'est croisés par mail depuis les 6 derniers mois. Je suis arrivée à la fac en novembre dernier. Donc, donc je m'occupe du Fonds pour l'Arbre, de toute la partie administrative, de tous les échanges avec vous. Et puis, je m'occupe aussi, par ailleurs, j'ai aussi certains d'entre vous sur le concours général agricole, sur le concours agroforesterie. Voilà, je croise une partie, en effet, de vous. Et puis, je m'occupe aussi, avec Paul, de toute la partie agrément BCAE7. Et pareil, encore une fois, j'en ai croisé parmi vous au cours de la BCAE7. Voilà, pour une petite présentation rapide. Avec le lien vraiment opérateur. Et puis voilà. Clara, sur la communication. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis sur la communication de la fac agroforesterie, aussi sur le concours et donc sur le fond. Voilà. Pour assurer aussi la matérialisation concrète de ce que soutient le Fonds pour l'Arbre. Et donc, c'est vraiment un rôle, comme le disait très bien Marianne, de porte-voix et qu'il faut qu'on fasse grandir pour que cette cause elle soit connue d'un plus large public au niveau national. Donc, c'est vraiment tout l'enjeu aussi de ce fonds de dotation. Donc, je reprends la parole. Pour rappeler également les différents principes que l'on porte au sein du Fonds pour l'Arbre et qui se traduisent concrètement dans le programme d'aide opérationnelle que l'on va vous présenter aujourd'hui et c'est pourquoi vous êtes connectés aujourd'hui.
Donc, c'est vraiment la notion de co-responsabilité entre engagement d'un côté des mécènes, mais avant tout des agriculteurs, des collectivités et des structures comme les vôtres qui participent activement au déploiement de la haie dans les territoires. Donc, c'est vraiment créer un chaînage humain de valeurs et de structures différentes. C'est avoir aussi un socle commun de compétences et d'outils. C'est vraiment ce qui fait aussi la qualité et la notoriété de ce programme. C'est l'expertise d'un réseau de structures, la fac, mais pas que, puisqu'il y a d'autres structures qui peuvent rejoindre ce programme, mais qui se base sur un savoir-faire et sur l'ancrage territorial et dans la durée. Donc, c'est vraiment un savoir-faire technique particulier de déploiement d'une animation territoriale. C'est aussi avoir une vision multifonctionnelle et transversale. On utilise aussi le terme holistique. C'est très important. On ne focalise pas que sur un service, le carbone par exemple. On est vraiment sur la multifonctionnalité de la haie. Et puis sur l'action collective de grande ampleur. Donc, c'est vraiment comment on unit à la fois les visions, l'action pour un programme de plus forte ampleur. Parce qu'il y a vraiment cet enjeu d'échelle et comme le disait très bien Marianne, il faut passer ce cap-là et ça se fait avec de l'action collective. Donc, depuis plus de 10 ans avec le programme Planton, qui est repris au sein du Fonds pour l'Arbre, c'est à peu près 90 structures d'accompagnement de terrain qui sont soutenues chaque année, plus de 700 000 arbres plantés par an. Mais vous allez voir, on a pris le virage de la gestion, donc c'est aussi des kilomètres de haies gérés durablement. Et puis, c'est aussi un taux de végétal local, donc on atteint 50% quasiment chaque année. Et puis, plus de 2000 sites de plantation par an et un budget annuel d'1 million d'euros. Donc, on voulait vous redonner aussi les principes clés de ce programme, parce qu'il nous semblait important de rappeler à quel point ce sont plusieurs briques qui s'imbriquent pour former un programme global qui a de la cohérence et qui va vous permettre derrière de conduire une animation territoriale complète pour garantir la durabilité de l'action de plantation et de gestion. Parce que ce qu'on veut, c'est vraiment des haies fonctionnelles, in fine, qui assurent plein de services. Et donc, ça va passer par plusieurs axes. À la fois, bien sûr, l'axe plantation qui est l'enjeu même. Paul. Oui. Excuse-moi, Paul, on ne voit pas ton écran, en fait. C'est Christine, mais on ne voit pas du tout. Voilà, okay. Je pensais être la seule, mais en fait, non, pas du tout. Voilà, merci. Super, merci beaucoup. Faut pas hésiter, il peut y avoir c'est les aléas du direct, comme on dit. Donc, n'hésitez pas. Christine, vous prenez le micro, vous dites. Donc oui, effectivement, vous voyez, c'est cette diapo-là. Donc vous l'aurez, j'en profite du coup pour dire que vous aurez ce PowerPoint en téléchargement et l'enregistrement en replay également. Donc voilà, pas de souci, ces documents sont diffusables. Donc effectivement, on a 4 axes importants: plantation, gestion durable, approvisionnement des plants, échelon régional. Donc ces 4 axes forment pour nous à travers ce programme vraiment la qualité de l'action et ce qui va faire sa durabilité. Donc, dans plantation, on entend bien mobilisation, accompagnement des porteurs de projets. Dans gestion durable, c'est de la sensibilisation, la formation, réalisation de PGDH, accompagnement des agriculteurs dans la labellisation label haie. Axe 3, c'est l'approvisionnement des plants. Comment on s'assure qu'il y a une qualité dans l'approvisionnement en filière ligneuse avec la marque végétale locale. Donc, ceux qui étaient au webinaire Pépi Collect juste avant ont entendu parler. Et puis, il y a l'échelon régional avec la création des AFAC régionales qui est aujourd'hui indispensable pour passer à une autre échelle, se structurer, négocier aussi et co-construire des politiques publiques fortement dotées. Donc, c'est pour nous un échelon indispensable pour la réussite du passage à l'échelle. Donc, ces 4 actions, ces 4 grands axes qui structurent ce programme, ils sont là pour être combinés dans une animation territoriale globale qui va du coup à la fois travailler sur le développement des filières de valorisation de la haie. Alors filière, on n'entend certainement pas que biomasse, c'est tout un système de valorisation économique de la haie qu'on peut inventer dans les territoires.
On a prévu des webinaires à ce sujet à la rentrée sur les différentes voies de valorisation de la haie. On va commencer par 3 grandes valorisations, qui est la litière plaquette, filière bois énergie et PSE, et que ça continuera sur d'autres thématiques encore, pour arriver à travailler, à intégrer dans l'animation territoriale cette notion de valorisation économique. Parce que cet attrait-là, cet intérêt économique est pour nous une garantie de pérennité de l'attractivité de l'agriculteur ou du gestionnaire pour ces haies. C'est organiser l'accompagnement collectif de gestionnaires, s'appuyer sur des labels et des outils métiers, donc on en a cité quelques-uns. C'est arriver à organiser des compétences autour de ceux qui font l'action, les agriculteurs, les gestionnaires, que ce soit des collectivités ou des particuliers. Donc, c'est vraiment s'assurer qu'on puisse travailler en commun autour de ces gestionnaires. C'est avoir une approche holistique, on en a parlé, et puis s'installer sur cette logique de coopération interstructure. Donc, pour nous, tout ça est clé, voilà, pour garantir la durabilité de l'action de plantation et de gestion des haies en France. Donc, pour entrer on va dire plus précisément encore dans cet appel à projet, donc là, c'est pour vous donner les grands objectifs, hein. Alors, bien sûr, ces axes-là qu'on a développés là, à l'instant, c'est pas forcément, on sait bien que ça va prendre un certain temps à se mettre en place. Donc, c'est pas forcément activé tout de suite, mais ça donne l'ambition, en tout cas, que l'on souhaite porter au sein du Fonds pour l'arbre et d'activer l'ensemble de ces volets. Donc, cet appel à projet, il s'adresse aux structures qui sont engagées dans une stratégie territoriale de développement de la haie et de l'arbre champêtre. Donc, c'est vraiment des structures qui sont soit dédiées à l'arbre et à la haie, des structures environnementales, d'accompagnement agricole, de collectivités territoriales ou établissements d'enseignement, de formation, de profession agricole. Donc, c'est vraiment un appel à projet qui est destiné à des structures, mais pas à des agriculteurs ou des particuliers directement, qui ne sont pas éligibles à cette aide. Donc, pour tout agriculteur ou particulier qui sont peut-être là dans ce webinaire, si vous souhaitez voilà, quelque part être accompagné dans votre projet, que ce soit plantation, gestion ou autre, il faut vous rapprocher de ces structures territoriales, ce maillage de structures territoriales, pour être accompagné. Donc, en fonction de leur capacité d'accompagnement, vont vous aider tant techniquement qu'en termes d'ingénierie financière pour travailler votre projet. Donc là, vous pouvez vous référer à la carte en ligne des structures opératrices de l'année précédente, 2021-2022. On va mettre à jour avec les structures lauréates donc en mi-juillet. Mais voilà, le maillage est suffisamment fin et la couverture reste quasiment, permet de couvrir l'ensemble de la France. Donc, vous trouverez des personnes capables de vous accompagner. Donc, les structures qui vont candidater, l'action qu'elles vont conduire pour l'arbre et la haie dans les territoires, ça relève d'une action d'intérêt général. C'est vraiment reconnu comme une action de protection de l'environnement. Donc, je pense qu'il y aura des questions sur la question par rapport à l'année dernière aussi, sur la notion d'intérêt. Est-ce que je suis une structure d'intérêt général ? Donc ça, c'est très important que nous, on sache. Alors, vous allez nous aider à ça à travers donc, si vous êtes retenu, vous allez remplir un questionnaire d'éligibilité à la question d'intérêt général au sens fiscal. Et là, ça nous permettra de savoir très précisément si oui, vous êtes une structure d'intérêt général au sens fiscal ou non. Vous pouvez ne pas l'être et être tout de même retenu à l'appel à projet. On mettra en place un contrat de prestation de service le cas échéant. Donc, voilà, c'est surtout l'action que vous portez. Après, on a mis en place les procédures juridiques permettant de quand même pouvoir conventionner avec les structures qui ne sont pas reconnues d'intérêt général au sens fiscal. Donc, je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Christine pour vous présenter les différentes aides. Donc, il y en a 6 en tout. Donc, c'est vraiment conçu comme des aides emboîtées
dans le sens où vous pouvez actionner plusieurs aides en fonction de ce que vous voulez porter comme thématique, et donc avoir une convention qui va cumuler l'ensemble des aides. C'est vraiment du coup cette notion d'imbrication des actions pour porter une animation globale de développant la filière végétale locale jusqu'à la mise en place du label E. Donc c'est vraiment conçu pour être quelque chose à activer en fonction des variables à activer en fonction du projet que vous portez. Donc Christine, je te laisse la parole. Merci Paul. Donc en fait, je vais vous présenter les 6 aides, dont la première que beaucoup parmi vous sollicitent. Voilà, donc il y a eu l'aide numéro 1 qui est l'aide à la plantation. Donc voilà, c'est une aide forfaitaire de 85 centimes d'euros par plan. Donc c'est toujours en TTC, on est d'accord, hein. Voilà, là pour les IG, en effet, en TTC, je dis c'est important en fait la précision pour tous les opérateurs parmi vous qui sont non IG en fait, parce que là on parle donc de 85 centimes TTC, donc par arbre planté, donc en faisant l'objet de l'animation territoriale, et vous pouvez évidemment avoir le supplément de 22 centimes par plan pour tous ceux qui seront vos plans qui seront labellisés végétal local. Donc voilà, au total on a 1,07 € par plan végétal local. Donc, on a un petit exemple donc, donné en dessous pour 7000 arbres qui sont conventionnés dans le cadre de l'animation, et dont 3500 plans végétal local. Ça fait une aide de 7000 fois 0,85 centimes, plus 3000 plans fois 0,22 centimes. Donc, on a 6720 € d'aide qui seront versés par le fonds. Voilà, juste à souligner que en fait, l'aide, vraiment, alors elle est conventionnée avec un montant de plan et de végétal local, mais qu'elle sera versée, elle vous est versée en effet sur le prorata de ce que vous avez réellement planté dans le cours de la saison de plantation. Voilà, donc pour les critères d'éligibilité, il faut un minimum de 5000 plans pour pouvoir voilà, rentrer dans l'appel à projet, et un maximum de 50 000 plans. Et il faut solliciter un minimum de 50% de plans labellisés végétal local. Sur toutes les dépenses éligibles, en fait, parce que sur l'appel à projet, en fait, les arbres servent à calculer le montant de l'aide, mais en fait, ça va être destiné à conduire une animation sur votre territoire, une animation de plantation. Voilà, pour que ce soit favorable donc pour la plantation, pour la durabilité, pour restaurer de la haie, et pour les déployer aussi. Donc, vous pouvez en fait affecter tout à fait librement cette aide pour mobiliser les agriculteurs et d'autres publics donc, autour de la plantation, l'animation de collectifs de gestionnaires de haies, la participation à des groupes d'échange entre techniciens, la réalisation de plans de gestion, le diagnostic et le conseil sur la gestion des haies existantes, le conseil dans le cadre du déplacement de haies, donc la BCAE 7, l'organisation de formations techniques, l'organisation de chantiers de plantation, l'achat de matériel nécessaire pour l'animation de ces chantiers, l'accompagnement à la réalisation des travaux, la réception des chantiers, le suivi des plantations, l'instruction des dossiers administratifs préalables à la plantation. Donc, en fait, les dépenses éligibles sont assez larges voilà, sur cette aide-là. Donc, on peut passer sur la diapo suivante, Paul. Oui. Et donc, en fait, vraiment, les questions qui me reviennent le plus régulièrement là-dessus, les points de vigilance, c'est que cette aide financière, en fait, vous ne pouvez pas la reverser à un tiers. Ça veut dire que vous ne pouvez pas financer des plans pour un agriculteur directement. Donc, vous ne pouvez ni partiellement ni intégralement lui reverser. Par contre, vous pouvez très bien à cet opérateur que sa participation en fait sur toute la partie animation technique soit moins importante, soit moins facturée de façon moins importante en fait. Voilà, vous faites de l'accompagnement, pas directement des aides à la plantation. Et juste une petite précision en plus. Du coup, il va y avoir forcément une enveloppe financière
disponibles sur la totalité du fonds pour l'arbre, et qu'en effet, il se peut, et c'est le cas un petit peu tous les ans, que vous n'ayez pas tous les plans que vous avez demandés, parce que en effet, vos demandes dépassent largement l'enveloppe. Donc, le jury, en effet, à ce moment-là, au moment de fin juin, début juillet, procède à un abattement sur pratiquement tous les dossiers. Voilà, pour pouvoir que tous les opérateurs qui ont été retenus soient servis et une part de l'aide pour pouvoir mener ces suivis de plantation sur leur territoire. Voilà. Donc, voilà pour l'aide 1. Mais Oui, si vous avez des questions, on verra ensemble à la fin du webinaire. Mais voilà, évidemment, j'imagine qu'il y a beaucoup de questions. Oui, Voilà. juste Christine, pour te compléter, c'est une aide forfaitaire qui est calculée au nombre de plans, mais ce n'est pas une aide pour l'achat des plans. C'est corrélé, c'est un indice aussi de réalisation à la fin, de reporting, mais l'objectif, c'est de s'en affranchir finalement au maximum, et on est vraiment là pour vous financer le fonctionnement de votre structure, pour conduire cette animation globale qui peut porter sur tout ce qu'a énuméré Christine, et donc qui va permettre in fine de réaliser cette plantation avec un agriculteur, une collectivité ou autre, mais on est vraiment attaché à ce qui est cette représentation-là aussi de rupture quelque part avec le fait qu'on finance l'achat du plan, le plan en lui-même. Non, c'est vraiment juste un indicateur de mesure, parce que généralement, oui, le volume nous dit quelle part d'animation de TP on peut associer avec ce volume-là. Donc, ça reste cohérent par rapport à l'aide qu'on peut apporter, mais voilà, sachez bien que ce n'est pas attaché à l'arbre en tant que tel. C'est symbolique. Voilà, il sert de base de calcul, en effet. Donc, sur l'aide 2, qui est l'aide au développement de la filière végétale locale, donc juste petite précision avant de commencer, elle est cumulable avec l'aide 1, donc avec l'aide à l'implantation. Et en effet, si vous sollicitez l'aide 2, vous avez forcément sollicité l'aide 1 en amont. Voilà, donc c'est une aide forfaitaire qui est additionnelle, qui est de 85 centimes d'euros par plan pour la marque végétale locale, donc faisant l'objet de l'animation territoriale, en effet. Donc, on obtient un maximum, donc, par plan labellisé végétal local, de 1,88 €. Voilà, donc j'ai repris le petit exemple, en effet, de l'aide numéro 1, où on ajoute, en effet, à l'aide numéro 1 de 6 720 €, on ajoute l'aide numéro 2, donc pour les 3 500 plans végétal local, de 81 centimes. Donc, on arrive à 3 835 € d'aide versée en plus par le fonds, en plus des 6 722 €. Donc, sur les critères d'éligibilité, donc, j'ai quelque chose qui s'affiche à l'écran. Voilà. Donc, pour les critères d'éligibilité, en fait, il faut que l'opérateur participe aux actions, aux initiatives au niveau régional et au niveau national sur la filière végétale locale. Il faut aussi qu'il mette en œuvre des actions concrètes, des initiatives, des expérimentations pour renforcer à la fois l'offre, mais également la demande sur son territoire de plants labellisés végétal local. Donc, toutes les pépiniéristes et les collecteurs de graines qui n'ont pas d'activité d'accompagnement à la plantation, évidemment, c'est précisé là, mais ils ne sont pas éligibles, évidemment, à l'aide 2. Voilà, et sur les dépenses éligibles, en fait, l'opérateur va pouvoir inclure tout son temps de participation à des réunions régionales pour réfléchir sur la structuration collective de la filière à l'échelle de la région, tout son temps de travail et de coopération interstructure à l'échelle régionale, et toute la mise en œuvre d'actions territoriales, donc qui vont être définies dans le programme d'action régionale. Donc, ça va être la mise en place de contrats de culture, l'installation, par exemple, d'un pépiniériste, la recherche de sites de récolte, la formation de collecteurs. Tout ça va pouvoir être mis dans les dépenses éligibles pour l'aide numéro 2. Donc, voilà pour l'aide numéro 2. Pour l'aide numéro 3, donc, qui est l'aide à la mise en œuvre du label E. Donc, il s'agit d'une aide forfaitaire annuelle qui est de 10 000 € par opérateur qui met en œuvre le label E
Alors, évidemment, cette aide est cumulable avec l'aide 1, avec l'aide 2. Donc, et par contre, elle peut être sollicitée toute seule, indépendamment des autres aides. Voilà, on a des opérateurs cette année, en effet, qui l'ont sollicité. Voilà, ils ont seulement sollicité l'aide 3. Donc, le critère d'éligibilité pour rentrer dans cette aide-là, c'est que l'opérateur, il doit déjà avoir constitué tout un plan de financement pour mettre en place le label EE sur son territoire auprès des agriculteurs. Donc, il doit avoir sollicité déjà, il doit avoir tout un dossier de demande d'aide pour aller chercher des aides, ou alors il les a déjà, hein, ou alors les demandes sont en cours auprès de l'Agence de l'eau, de l'ADEME, de la région. Et donc, en fait, c'est ce dossier de demande d'aide qui servira en effet à venir solliciter le fonds pour l'arbre, en fait, pour compléter le plan de financement. Donc, sur les dépenses éligibles, alors c'est l'aide ou les dépenses éligibles, évidemment, il y a toute une liste de dépenses éligibles sur la mise en œuvre du label EE. Donc, c'est très large. Donc, en effet, les dépenses que l'opérateur peut inclure, c'est toute sa formation au label EE, donc par le référent régional, donc formé par le référent régional label EE ou par la fac agroforesterie. Et puis, toute la formation au PGDH, donc au CFPPA d'Angers, le FREN, ou d'autres structures qui forment sur le PGDH. C'est aussi, parmi les dépenses éligibles, la participation à la co-construction d'une stratégie et d'un programme de déploiement du label EE à l'échelle de la région. C'est aussi, de façon très pragmatique, hein, l'achat de tablettes numériques pour réaliser justement les plans de gestion et les audits du label EE. Tout ce qui est en dépenses éligibles, tout ce qui est animation à la gestion durable des haies, donc tout ce qui va concerner l'accompagnement des agriculteurs, hein, pour notamment déjà constituer ce qu'on va appeler des OCG, des organisations collectives de gestionnaires, et donc aussi participer à l'animation de ces OCG, la réalisation des PGDH et des pré-audits et des audits internes, l'organisation de voyages aussi, d'études pour ces agriculteurs entre territoires, voilà, pour les emmener voir des pratiques de gestion durable sur d'autres territoires, ce qui se fait déjà, leur donner des idées en fait et leur faire voir un petit peu le résultat et ce que ça donne, vers quoi il faut tendre. Donc la formation technique aussi sur des solutions pour améliorer toutes ces pratiques de gestion. Et ce dont parlait Paul aussi tout à l'heure, c'est aussi d'aller travailler et d'aller mobiliser des entreprises, des CUMA, des entreprises privées sur la bonne utilisation d'outils en fait pour respecter le cahier des charges, gestion du label EE, donc tous les outils d'entretien en fait du bocage. Et en parallèle, évidemment, des entreprises, il faut aussi accompagner les collectivités dans la prise en compte du label EE. Donc, sur tout ce qui est gestion d'entretien des bords de route, des chemins, la formation des agents communaux. Et donc, et aussi auprès des agriculteurs, hein, c'est l'amorce d'une réflexion, en effet, sur toutes les valorisations, ce dont vous parlez, Paul, hein, toutes les valorisations des haies, en effet, parce qu'il n'y a pas que les valorisations directes, il y a aussi toutes les valorisations indirectes, en fait, qui peuvent être travaillées, qui sont un peu à l'avenir, hein, enfin, qui font vraiment développer pour maintenir les haies, leur donner une valeur voilà, autre que financière directe, mais aussi d'autres valeurs, et amorcer en effet des coopérations économiques locales hein, pour dynamiser toutes ces filières-là. Donc, en effet, sur toute la valorisation en plaquettes, en bois énergie, mais aussi avec les entreprises du territoire, peut-être sur des valorisations avec les entreprises agroalimentaires, sur le fait d'avoir des haies sur les fermes, enfin voilà, les valoriser dans les produits qui sont aussi fabriqués par les entreprises agroalimentaires. Comment tout ça peut être valorisé, voilà. Donc sur la promotion aussi, tout ce qui peut être valorisé dans les dépenses éligibles, sur la promotion du label EE auprès de prescripteurs et d'acheteurs potentiels qui sont concernés par la haie et la filière. Voilà. Donc l'aide 3, voilà, il y a beaucoup de dépenses qui sont éligibles, c'est très large. Voilà. Donc sur l'aide 4, donc, qui est l'aide aux référents régionaux label EE. Donc, sur la modalité de calcul de l'aide, en fait, ici aussi, c'est encore une aide forfaitaire annuelle, alors de 4 000 € par référent régional, label EE. Elle est évidemment cette aide cumulable avec l'aide numéro 1, avec l'aide numéro 2, avec l'aide numéro 3, mais elle peut aussi être sollicitée seule.
Voilà. Donc, l'idée, en effet, hein, du Fonds pour l'arbre, c'est ce que Paul vous expliquait, hein, c'est que petit à petit, en effet, les opérateurs puissent aller sur l'ensemble des aides, en fait, puissent aller solliciter l'ensemble des aides proposées, parce que ça veut dire aussi une action sur l'ensemble de la filière bois, de la filière haie, de la plantation, de la graine, jusqu'à la gestion de la haie. Donc, le critère d'éligibilité pour rentrer dans cette aide aux référents régionaux, en fait, il faut faire preuve de très bonnes connaissances techniques sur la gestion durable des haies. Il faut être capable de présenter le label haie, donc sous toutes ses dimensions. Il faut avoir accompagné ou être en cours d'accompagnement d'un groupe d'agriculteurs dans la labellisation et disposer évidemment des financements complémentaires acquis ou en cours ou sollicités pour mener à bien toute cette mission de référent régional. Sur tout ce qui est dépenses éligibles, voilà, au niveau de cette aide, en fait, c'est toute la partie formation, en effet, pour devenir référent régional. C'est tout le temps que vous allez passer, en effet, à être l'interlocuteur privilégié dans le cadre du label haie en région, tout le temps que vous allez passer à sensibiliser, mobiliser les acteurs en région, transférer toutes les compétences d'animation du label haie aux acteurs territoriaux, et tout le temps aussi que vous allez passer à co-construire une stratégie de déploiement du label haie à l'échelle de la région, et évidemment à participer au groupe de travail national label haie. Voilà, sur l'aide numéro 4. Voilà, sur l'aide numéro 5, voilà, alors l'aide numéro 5 et l'aide numéro 6 sont les aides aux AFAC régionales. Alors voilà, on est sur des aides plus resserrées qui concernent moins d'acteurs, en effet. Voilà, je vais les présenter rapidement parce que parmi vous, il y a sûrement des personnes des AFAC régionales. Donc, sur l'aide numéro 5, qui est une aide forfaitaire annuelle aussi de 9 760 € par AFAC régional, son critère d'éligibilité, évidemment, sont éligibles uniquement les AFAC régionales qui sont juridiquement constituées. Et évidemment, ici, celle-ci, l'aide numéro 5, concerne celles qui disposent d'un salarié sur l'année 2022-2023. Donc, sur tout ce qui est objet de la mission soutenue et de ce qui va être éligible au niveau de la FAC, en fait, c'est tout ce qui est mobilisation et fédération des différents acteurs qui sont membres de la FAC régionale autour d'une gouvernance partagée et d'un projet commun. Ça va être toute la construction d'un projet régional en lien étroit avec la FAC agroforesterie et les autres AFAC régionales qui sont déjà constituées ou en cours de constitution, et évidemment tous les organismes institutionnels de la région de la FAC. Parmi tout ce qui est aussi soutenu, ça va être tout l'animation et la gouvernance de cette AFAC régionale, de la participation évidemment aussi à la gouvernance de la Fédération nationale, AFAC agroforesterie, le développement de la reconnaissance institutionnelle et technique de la FAC régionale à travers l'organisation d'événements et d'actions de communication, l'animation de la communauté régionale, de tous les acteurs qui vont être impliqués, évidemment, vous tous, dans le programme du Fonds pour l'arbre. Donc voilà, et puis aussi tout ce qui est participation à l'élaboration de l'outil numérique national pour pouvoir reporter de toutes les plantations qui sont réalisées. Et participer aussi au portage et au déploiement des outils nationaux en région, tout ce qui est label haie, plan de gestion durable des haies, et aussi tout ce qui est recherche de financement structurant pour le maintien d'un poste d'animation au sein de la structure. Voilà, le poste est existant, mais il faut aussi passer du temps à rechercher des financements, évidemment, pour maintenir ce poste en place. Donc ça, c'est l'aide numéro 5. Et sur l'aide numéro 6, elle est destinée aux AFAC régionales nouvelles. Donc, je te remercie, Paul, de mettre la... Voilà, merci beaucoup. Sur l'aide numéro 6, donc celle-ci est destinée aux nouvelles AFAC. Donc, le modalité de calcul de l'aide, évidemment, on est aussi sur une aide forfaitaire annuelle de 4 147,50 € par nouvelle AFAC régionale. Et évidemment, ici, sur les critères d'éligibilité, on est uniquement sur une AFAC régionale juridiquement constituée éligible, mais ici, donc sur l'année 2022-2023, mais ici, n'ayant pas encore de salariés, en effet. Et donc, l'objet de la mission soutenue, ça va être pour grande partie la même que pour celle de l'aide numéro 5 aux AFAC régionales. Donc, on a la mobilisation et la fédération de tous les acteurs qui sont membres de cette AFAC régionale autour de sa gouvernance partagée, et la construction, évidemment, comme pour l'autre aide, d'un projet régional, et la structuration de l'animation et de la gouvernance de cette AFAC régionale,
et donc participation également à la gouvernance de la fédération nationale. On a aussi ici le développement de la reconnaissance institutionnelle et technique au travers d'actions et d'événements en fait, de communication. Et on a, tout comme l'autre aide, participation au portage et au déploiement d'outils nationaux en région, le label EE, le plan de gestion. Et évidemment, ici, pour l'autre, c'était maintenir un poste, mais ici, ça va être rechercher des financements pour créer un poste, en fait. Voilà, pour évidemment permettre à cette AFAC régionale qui est nouvellement créée de prendre son envol, quoi, de prendre plus de dimensions et puis pouvoir porter plus de missions, en effet. Voilà, donc pour les 6 aides qui sont sur le Fonds pour l'arbre. Paul, je te laisse reprendre la main. Oui, tout à fait. Je finis une réponse. Voilà. Voilà. Alors, et j'admets les nouveaux participants. Donc, merci Christine pour la présentation de ces aides. Donc, il y a eu pas mal de questions, ne vous inquiétez pas, celles auxquelles on n'a pas répondu. Nous y répondrons dans le temps de questions et réponses. Il y a eu plusieurs question aussi l'année dernière sur les critères de sélection. Donc, ça nous semblait important de bien les réafficher cette année avant voilà, en même temps que de répondre à l'appel à projet. Donc, pour vous rappeler déjà les critères pour prétendre à cette aide du Fonds pour l'arbre. Donc, c'est un minimum de 5000 arbres demandés. Donc, effectivement, j'ai vu plusieurs réactions disant que c'est un seuil qui est important à atteindre, effectivement. Certains ont répondu à ça en faisant de la coopération interstructure et en étant bénéficiaire associé. Donc, c'est possible. Hein. Donc, vous pouvez vous associer en fait avec d'autres structures pour faire de la coopération interstructure et avoir un minimum qui soit dépassé. Qui dépasse le seuil des 5000. Et nous, à l'échelle nationale, avec aussi ce qui est dédié en termes de gestion de cet appel à projet pour faire en sorte qu'il y ait quand même un maximum qui aille au territoire et à votre action, on n'a pas la capacité de suivre des projets en dessous, des structures qui portent des projets qui soient en dessous de ce volume-là. Donc, on a fait le choix effectivement de fixer un seuil relativement important. Effectivement, avoir un minimum aussi de 50% de végétal local. Alors, c'est en tout cas l'affirmer, comment dire, tout faire pour l'obtenir. Certains n'atteignent pas les 50% de végétal local. C'est pas pour autant qu'il y a une perte de la dotation. Voilà, il faut tendre vers. Mais si le résultat n'est pas là et qu'il est bien expliqué et motivé, eh bien, l'aide ne tombe pas pour autant. Par contre, il faut prendre un maximum de dispositions en amont aussi, solliciter et réserver les plans au maximum avec les pépiniéristes. Et puis, et avant tout, c'est pour ça qu'on a créé cette aide numéro 2, parce que cette question de la pénurie, elle ne date pas d'hier, d'aujourd'hui, elle date plutôt d'hier. Et donc, effectivement, pour arriver à développer cette filière et répondre à toutes les attentes, il faut être acteur et pas seulement consommateur. Et donc, c'est en ça qu'on sollicite, on maximise l'aide autour de végétal local avec ce bonus développement de la filière pour être acteur de la filière, soit en récolte, soit en contrat de culture, en aidant aussi la création et l'installation de pépinières, toujours en articulation très forte avec les correspondants locaux végétal local qui vont avoir vraiment une vision régionale et une vision des besoins d'action. Donc, voilà, on vous encourage en fait à vous investir aussi dans cette filière parce que ça dépend aussi de l'implication d'acteurs. Et vous en faites partie. Donc voilà, on est conscient que l'approvisionnement n'est pas facile, surtout dans un contexte de plan de relance où la sollicitation de plans est très importante.
Mais nous, c'est important qu'on fixe ce cap-là, qu'on a envie de tenir et que, avec toutes les actions qui sont conduites avec Végétal Local au niveau national, et la fac est particulièrement acteur là-dessus, et le logiciel PepiCollect qui a été présenté juste avant participe aussi à organiser, à structurer cette filière au mieux. Donc ça prend un certain temps, on en a conscience. Donc oui, on affiche ça, c'est important de faire en sorte que ça soit affiché, mais voilà, si vous n'arrivez pas à atteindre ce taux-là lors de la réalisation de tous les projets que vous accompagnez, vous ne serez pas pour autant radié, vous ne perdrez pas votre subvention. Donc pour candidater, il faut également avoir des références antérieures, c'est-à-dire qu'il faut avoir déjà un minimum 1 an d'expérience pour prétendre aussi à cet appel à projet. Et avoir un minimum de points qu'on va décrire juste après. Effectivement, c'est on va dire une grille, un ensemble de critères qui ne portent pas uniquement sur la qualité technique de la réalisation de la plantation, par exemple, mais qui va vraiment venir chercher d'autres aspects de l'animation qui nous semblent très importantes pour que l'action réussisse et réussisse dans le temps, surtout. Donc, bien sûr, il y a quand même l'évaluation des compétences techniques, c'est quand même un premier point. Donc, on va regarder l'expérience de la structure, l'internalisation et la maîtrise des compétences. Alors, bien sûr, elle peut être externalisée, mais voilà, il faut montrer qu'il y a une bonne cohérence et solidité des compétences. Donc, c'est là où l'agrément BCAE 7, l'agrément PGDH aussi va apporter des points complémentaires et va faire des systèmes d'équivalence. Les références techniques présentées. L'évaluation du projet global de l'opérateur, de la structure qui réalise cette animation sur son territoire. Donc, c'est est-ce qu'elle porte un projet sur la haie en tant que tel dans sa structure? Est-ce qu'il y a une vision à long terme qui est affichée? Donc, on va le voir aussi à travers vos rapports d'activité, les rapports d'activité, ce qui fait partie des pièces de candidature attendues. La diversité des actions autour de l'arbre et de la haie, la diversité des publics touchés. Ça, c'est aussi ce qui garantit l'intérêt général. L'implication dans la filière végétale locale et valorisation économique de la haie. Le caractère d'innovation aussi, qu'est-ce que vous avez mis en place de particulier, d'innovant qui va chercher à répondre à apporter des solutions à des problèmes spécifiques peut-être à votre territoire. Voilà. Ça aussi, c'est une dimension importante qui montre que la structure est actrice et développe un projet sur son territoire. Après, il y a l'évaluation des dynamiques territoriales et partenariales du candidat. Donc, c'est l'ancrage territorial de l'organisme, sa cohérence entre son aire d'action et son aire de structure. Et puis, la coopération interstructure sur le projet. Ce qu'on a expliqué au tout début, c'est comment on organise les compétences autour d'un groupe de gestionnaires, par exemple, en tout cas pour mener à bien ce projet, parce que la haie fait appel à plein de compétences différentes. Et donc, ça nous semble un critère important. Ensuite, c'est de l'évaluation aussi de la solidité administrative et financière du dossier. Est-ce que effectivement il y a une éligibilité au mécénat, donc c'est la structure, est-ce qu'elle est bien d'intérêt général ou non? C'est pas le cas, voilà, ce n'est pas rédhibitoire. Après, il y a la fiabilité administrative, être sûr qu'il y a bien une solidité aussi dans tous les dossiers engagés depuis, pour ceux qui recandidatent, plusieurs fois aussi, c'est vérifier que les dossiers sont bien transmis en temps et en heure, les reportings, ça aussi on va le regarder, donc c'est important. Et puis l'équilibre financier du projet, est-ce qu'il y a bien aussi d'autres financements, sources de financement, ce qui nous semble important compte tenu de l'action qui est portée. On sait très bien que nous, on n'apporte qu'une petite partie dans le montage financier des dossiers que vous portez. Donc, ça nous semble très important de montrer que vous avez d'autres bailleurs. Donc, voilà, l'ensemble de ces critères, vous voyez les pondérations. La compétence technique, c'est quand même 43%. L'évaluation du projet global porteur
d'une action globale, d'une animation qui ira chercher plusieurs volets, c'est 30%. La dynamique territoriale et partenariale, c'est 17%. Et la solidité administrative et financière, c'est 12%. Ensuite, il y a le processus de sélection. Pour vous redonner un peu les dates clés et vous rappeler comment se fait tout ce processus-là. Donc, on va recevoir Donc, c'est Christine qui sera derrière l'adresse mail programme @fondspourl'art.fr qui va recevoir les candidatures et donc elles seront bien préanalysées entre le 10 et 15 juin. Et puis, il y aura des commissions d'analyse technique du 22 au 27 juin. Donc là, une répartition des dossiers entre 4 jurys distincts qui seront composés de 4 jurys distincts qui seront composés à la fois des membres de la commission du Fonds pour l'Arbre, à la fois d'opérateurs tirés au sort. Donc, il y en a parmi vous qui font partie de ces jurys. Donc, c'est pour voir aussi comment ça fonctionne de l'intérieur. Ça nous semble important. Donc, chaque année, ça tourne. On vous propose de participer à ces jurys. Et puis, sélection des candidats sur cette grille de notation. Donc là, on évalue vraiment techniquement la candidature. Et puis, attribution d'une note technique et même bien au-delà du coup de cohérence de projet territorial autour de l'AE. Le 5 juillet, c'est la commission d'attribution. Donc, une fois qu'on a passé ces commissions d'analyse qui donnent note, il y a une commission finale qui va déterminer aussi les taux d'abattement parce que, effectivement, ceux qui candidatent régulièrement, il y a un abattement qui a lieu chaque année parce qu'il y a encore trop de demandes. On répond en gros qu'à 50% des demandes, il faut le savoir. C'est pour ça que Pauline est là, pour permettre d'augmenter la masse financière année après année. Et donc là, on a quand même plusieurs mécènes qui nous ont rejoints depuis cette année, de nouveaux mécènes. Donc, malgré aussi la crise économique liée au Covid, on ne baisse pas nos dotations, au contraire, elles augmentent chaque année. Donc, bien sûr, ce n'est pas assez par rapport à l'essor des dynamiques autour de la haie qui ont lieu chaque année. Mais voilà, c'est des dynamiques en tout cas qui sont en cours. Puis la notoriété du Fonds pour l'Arbre prend de plus en plus. Et voilà, bon, on espère que la dotation pourra continuer à croître aussi. Ensuite, donc suite à cet équilibrage global pour faire rentrer à la fois les opérateurs retenus et leurs demandes par rapport à l'enveloppe dont on dispose. Donc, je l'ai cité à Laura Didier, qui est de 943 594 € pour cet appel à projet 2022-2023. Donc, on fait un équilibrage global et puis on amène la réponse aux candidats mi-juillet. Donc, ne vous engagez pas auprès d'agriculteurs ou de collectivités sur le fait que vous allez pouvoir avoir un plan de financement solide par rapport à ce que vous avez demandé parce qu'il faut attendre la réponse de mi-juillet pour savoir exactement le volume financier auquel vous aurez, qui vous sera attribué. Voilà, le processus de candidature, il est le même que l'année dernière. À savoir remplir, on stabilise nos procédures de candidature. On sait que c'était un virage important l'année dernière, donc on vous remercie pour avoir suivi tout ça. Donc, il y a un formulaire de candidature en ligne. On a fait en sorte qu'il n'y ait pas de questions qui soient rendues obligatoires pour que vous puissiez compléter le questionnaire. Revenir plusieurs fois parce que c'est peut-être long, ça vous fait appel peut-être à d'autres collègues pour remplir certaines questions ou pas sûr sur certains aspects, donc les réponses peuvent être modifiées. Donc vous allez au bout du questionnaire, même si vous avez rempli que 10 questions ou 80% des questions, vous envoyez le questionnaire, le formulaire, il s'enregistre automatiquement et ça va vous envoyer un email automatiquement, donc Google Form. Vérifiez bien que ce ne soit pas dans vos spams. Hein. Et puis, vous pouvez cliquer. Donc, ici, vous avez le récap de toutes les réponses que vous avez apportées et vous pouvez venir modifier la réponse. Donc, vous vous reconnectez sur la réponse que vous avez réalisée et vous complétez.
Par contre, il faudra que l'ensemble des champs soit bien rempli pour que votre candidature soit considérée comme complète. Donc, une fois que vous avez rempli le formulaire, ou en même temps, vous pouvez également transmettre les pièces complémentaires de candidature. Donc, ça doit être transmis dans un seul email avec un WeTransfer, un lien WeTransfer, et à cette adresse-là, donc programme@fondspourl'arbre.fr. Donc, c'est Christine qui est derrière cette adresse mail. Donc, avec comme objet le nom de la structure candidate, les pièces complémentaires, voilà, c'est ça le nom de l'objet. Donc, vous le retrouvez tout ça dans le règlement de l'appel à projet. Dans les pièces complémentaires, elles sont variables en fonction des aides sollicitées pour l'aide 1 et 2. Il faut transmettre le CV du technicien référent du programme. Si vous êtes agréé BCAE7, il n'y a pas besoin de transmettre. C'est comment dire, c'est une pièce qui sera qui ne sera pas attendue. Il y a une passerelle qui est réalisée. Pour les références techniques, eh bien, là, il faut présenter donc 2 au minimum, 2 références de chantier de plantation réalisées antérieurement. Donc là, il faut aussi avoir qu'un seul dossier unique sous format PDF, parce que sinon, c'est trop compliqué pour l'instruction, la lecture des documents. Donc, on n'analysera pas si ce n'est pas sous PDF et sous un format unique. Et puis, le dernier rapport d'activité de la structure. Donc là, pour la référence technique, si la structure est agréée BCAE7, pas besoin de renvoyer ces références, puisqu'elles ont été transmises auparavant pour la candidature à l'agrément BCAE7. Pour l'aide numéro 3, donc là, c'est un dossier de demande de subvention que vous avez déjà établi pour déployer le label E dans votre territoire auprès de financeurs publics, par exemple les agences de l'eau, si vous êtes dans le cadre d'un PSE. Mais ça peut être d'autres financeurs publics. Pour l'aide numéro 4, c'est la feuille d'engagement pour avoir cette mission de référent régional label E qui doit être signée par le représentant légal et l'agent mandaté. Donc, on a un modèle, donc il faut simplement signer. Le CV de l'agent mandaté et puis une demande de subvention également pour cette mission de référent régional, parce qu'on sait que ça demande un certain nombre d'heures d'action et que l'aide qu'on apporte n'est pas suffisante. Le processus de candidature, pour la dernière étape, c'est vérifier que tout est complet, donc que son formulaire en ligne et la totalité des champs sont remplis, que les pièces complémentaires ont bien été envoyées, tout ça avant le 10 juin. Donc, tout dossier incomplet ou remis après la date butoir ne seront pas traités. On reçoit énormément de candidatures, donc on va être intransigeant sur ces aspects-là. Le calendrier de l'appel à projet du programme, donc on a vu jusqu'à mi-juillet. Si vous êtes retenu, vous avez cette réponse-là. Et courant septembre, ça va être la phase de conventionnement. Et avec un webinaire d'ouverture de saison le 6 octobre pour lancer la saison, mieux se connaître, pour poser des questions techniques sur le bilan attendu, etc. Première saison de plantation dans le cadre des aides liées à la plantation, bilan intermédiaire en janvier, haute saison de plantation, et puis versement des aides dans le règlement de l'appel à projet, vous verrez, en fonction des aides, les versements sont variables, mais globalement, c'est un premier acompte. Donc, pour certaines aides, c'est plutôt septembre à la signature de la convention. Donc pour ce qui est les aides 3, 4 et puis la fac régionale. Et pour toutes les autres aides, c'est un acompte en avril. Et puis pour tout le monde, toutes les aides, versement du solde en septembre 2023. Donc là, c'était pour vous rappeler, si vous souhaitez avoir une adresse, en tout cas contacter celle-ci. N'hésitez pas à aller sur le site du Fonds pour l'Arbre qui s'alimente, qui se construit là au fur et à mesure. Il y a des nouveaux contenus intéressants et importants. Vous pouvez suivre aussi l'actualité du Fonds pour l'Arbre et participer à le faire connaître avec les réseaux sociaux. Et
Donc là, Clara, tu peux envoyer le lien exactement pour suivre. Ce sera important. Puis on va travailler aussi à ce que vous, en tant qu'opérateur, vous ayez aussi des éléments pour communiquer sur le fait que vous soyez opérateur du Fonds pour l'arbre. Voilà pour... oui, c'est bon, il est 17h06, donc ça va laisser le temps maintenant aux questions-réponses. Donc, on va lire déjà les questions. Vous pouvez peut-être les poser à l'oral, ça sera plus vivant. Donc, est-ce que une personne veut bien lever la main pour commencer? Oui, Mikis Bonnet, EPTB, Ardèche. Ah oui. Oui, bonjour, est-ce qu'on m'entend? Très bien. Très bien, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Donc, je suis Mikis Bonnet, je travaille à l'EPTB de l'Ardèche et j'aurais 2 questions concernant 2 aides différentes. Donc, la première aide dont vous avez parlé, l'EPTB porte fréquemment des chantiers avec la réimplantation de haies ou de ripisylves en bord de rivière. Et donc, c'est des chantiers qui sont distincts. J'ai bien compris que du coup, les 5000 plans minimum étaient relatifs à une saison et non pas à un chantier. Est-ce que ce genre de projet peut rentrer en compte pour un financement éligible sur l'aide numéro 1? Oui, tout à fait. Donc, en termes de caractéristiques de typologie, en tout cas de structure plantée, on est sur de la haie, mais plus largement sur tous les systèmes agroforestiers. Quand Très on bien. entend haie, ripisylve aussi, tout à fait. Et tout système agroforestier confondu, du verger à de l'agroforesterie intraparcellaire, à du bosquet. Donc, il y a également... dans le règlement de l'appel à projet, on a aussi un cahier des charges techniques relativement simple, mais qui cadre quand même bien. Et donc voilà, qui donne aussi précisément Donc on n'est pas sur un appel à projet pour aller sur du boisement, de la forêt. Voilà, c'est vraiment sur de l'arbre hors forêt. Mais non pas aussi sur de l'arbre urbain. On peut être sur du périurbain, mais pas sur de l'urbain. D'accord, très bien. Nous, dans tous les cas, c'est généralement en bord de cours d'eau pour avoir soit de la haie le long de certains talus pour avoir des modifications sur ce genre de choses, ou alors vraiment directement de la ripisylve. Et du coup, ma seconde question, donc nous sommes porteurs d'un projet PSE sur le territoire, dont dans les caractéristiques de ce projet, les agriculteurs engagés s'engagent à respecter le niveau 1 du label haie. Cependant, la gestion de cet engagement a été déléguée à la Chambre d'agriculture de l'Ardèche. Donc Nicolas Bayon pourra peut-être compléter, je vois qu'il est présent. Est-ce que dans le cas d'une délégation de gestion de cette mise en place du label haie, on peut effectuer tout de même une demande relative sur l'aide 3? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est la Chambre d'agriculture? Est-ce que c'est pas du tout éligible? Voilà. Si, c'est tout à fait. L'action, elle est tout à fait éligible et justement, elle est conçue aussi pour s'emboîter justement avec des financements publics, des politiques publiques de ce type, PSE et label E. Donc là, vous pouvez. Ça rentre complètement dans l'action qui peut être soutenue. Là, ça pose la question du coup qui est le porteur de cette action et qui reçoit les fonds. Alors, il y a deux options possibles. La première, c'est que ce soit directement celui qui réalise l'action. Donc là, ça serait la Chambre d'agriculture, donc qui sollicite l'aide, ou alors d'avoir une convention de bénéficiaires associés avec la Chambre. Donc peut-être que vous avez une convention de partenariat pour mener cette action. Si c'est déjà le cas, ça peut être un avenant, par exemple. D'accord. Et voilà, et répartir l'aide financière entre 2 structures ou totalement à la Chambre d'agriculture. Par contre, il ne faut pas que ça soit une prestation de service où vous reversez intégralement l'aide reçue. Non, bien sûr, oui. C'est vraiment une notion de partenariat où vous agissez ensemble pour réaliser cette action. Oui, là c'est vraiment ça, avec toute la partie qui est vraiment technique effectuée par la Chambre. Très bien, ça marche. Mais merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
Avec plaisir. Donc, il y avait Thibaut de Envolver, puis Guillaume Duèche qui a levé la main. Oui, bonjour à tous et merci pour ce binaire. J'ai une petite question par rapport à l'aide numéro 2, en fait, parce que du coup, donc nous, on a un projet d'accompagnement d'agriculteurs dans le Tarn, ou alors, bon, l'aide numéro 1, il me semble qu'effectivement, on sera en dessous, on plante autour de 3000, 4000 arbres éventuellement par an, parce qu'on va favoriser plutôt la régénération naturelle. Mais du coup, dans ce cas-là, par contre, on est justement en réflexion sur comment développer des pépinières au niveau local pour s'affranchir des difficultés qu'on a à se fournir justement en plan, notamment en végétal local qui certains viennent d'Angers, loin du Tarn quand même. Et donc, est-ce qu'on peut demander l'aide numéro 2 sans demander l'aide numéro 1? J'étais plus sûr d'avoir bien compris si c'était une condition indispensable ou pas. Et voilà, c'est tout ça en fait. Christine, tu veux répondre? Je peux répondre aussi. Non, alors du coup, il faut absolument solliciter l'aide 1 pour pouvoir solliciter l'aide 2. Oui. Alors après, si vous atteignez, là, vous n'êtes pas très loin des 5000 arbres, donc vous pouvez quand même dire, bah voilà, on va tenter d'avoir les 5000, et puis candidater quand même, parce que c'est intéressant de dire que vous souhaitez vraiment développer cette question de végétal local. Donc là, on est dans une logique de chaînage vertueux des actions, quoi. Et puis, mettez en avant que vous faites la régénération naturelle assistée. Clairement, c'est quelque chose qu'on souhaite de plus en plus mettre en avant. Bon, voilà, c'est une phase d'acculturation aussi du côté aussi des mécènes pour quel reporting on fait des choses, parce que voilà, la régénération naturelle assistée, c'est extrêmement intéressant et pertinemment techniquement très, très pertinent, et justement c'est une solution pour faire face à la question de la pénurie de plants de qualité en pépinière. Donc clairement bravo d'initier ça. Donc, nous, on va faire en sorte que ce programme-là y suive. Donc, l'avantage qu'on a, c'est que le Fonds pour l'Arbre, c'est quelque chose qu'on peut faire évoluer pour qu'il réponde au mieux aussi aux enjeux de terrain, aux enjeux autour de la haie. Donc, oui, on va le faire évoluer aussi. Alors, je dis, on va le faire. Donc, il faudra que ça soit collectif, porté aussi par le conseil d'administration du Fonds pour l'Arbre. Il y a une gouvernance. Voilà, il y a une acculturation. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein, l'action autour de la gestion durable des haies, ça a été aussi un long chemin pour le faire rentrer. Pourtant, l'enjeu autour de l'érosion des haies était bien présent, etc. Mais il faut que ça puisse être accepté, qu'on puisse communiquer dessus aussi, que ça soit un enjeu qui soit intégré en fait aussi par ceux qui, les mécènes qui en tout cas portent ce fonds. Donc oui, on va le faire évoluer, mais donc pour répondre à votre question, solliciter l'aide 1 avec notamment vous voulez atteindre ces 5000 arbres, ou peut-être vous êtes un peu à la limite, mais vous expliquez aussi pourquoi, et ça peut être des arguments qui peuvent peser aussi en faveur. D'accord. Et du coup, juste pour compléter, du coup, par rapport à l'aide 2, pour la demander justement, parce que du coup, nous, on est donc une association et on va travailler. L'idée, c'est d'installer des pépiniéristes locaux, pour certains qui sont ex-participants du projet agriculteur. Mais du coup, il faudrait que ce soit nous qui demandions l'aide, mais pour les accompagner eux, ou que eux directement demandent. Voilà. C'est mieux que ça soit vous. Vous allez centraliser, puisque vous avez aussi cette action autour de la plantation. Là, vous allez avoir cette action plutôt d'animation, de catalyseur, de faire en sorte qu'il y ait tout pour que le projet autour de la création de pépinières se déploie. Et en fait, clairement, sur ça, il n'y a souvent pas de financement pour ça. Donc, c'est vraiment justement être un peu dans l'amorce, dans l'ingénierie territoriale d'acteurs de financement, dans le démarrage de ces actions, et où les financements sont nécessaires, et il n'y a pas toujours le financement public qui est là, ou partiellement. Donc, Ok, super, merci. Merci. Donc, Guillaume, puis oui. Je pense qu'après, il y a Clémentine, j'espère que c'est dans l'ordre, et puis Anaëlle. Bonjour à tout le monde, bonjour Paul.
J'ai trois questions, donc je vais me permettre de les poser à la suite. Donc, j'ai déjà une première question sur l'aide numéro 3, donc, concernant donc, la mise en œuvre du label E. Je voulais savoir si elle était mobilisable donc, plusieurs années de suite par rapport à l'accompagnement donc, des agriculteurs dans la mise en œuvre du label, afin d'éviter de porter candidature si on a déjà obtenu donc, cette aide l'année précédente et ne pas monter un dossier pour rien. Enfin, pour rien, en tout cas, qui ne soit pas analysé parce qu'on a déjà bénéficié de l'aide. En lien avec donc, la mise en œuvre du label E, alors c'est peut-être indirect, mais est-ce qu'il est prévu d'augmenter les formations PGDH? Parce que c'est un réel souci, en tout cas dans les territoires, pour pouvoir former plusieurs techniciens donc au label, puisque les places sont très, très chères, comme on peut dire, pour pouvoir former des agents. Donc, c'est pas forcément toujours simple. Et la troisième question, je voulais savoir s'il y avait la possibilité d'avoir plusieurs référents régionaux donc, au label E. Donc, disons que nous, on a donc la 3AT donc, qui est déjà référent donc, régional pour le label E, mais est-ce qu'il est possible de démultiplier justement les référents régionaux? Merci. Ok, très clair. Alors oui, sur le fait de pouvoir avoir une aide, l'aide numéro 3 d'une année sur l'autre, alors oui, c'est effectivement c'est possible, vous pouvez recandidater. Il faut bien expliquer voilà, que vous avez bien dépensé aussi cette aide-là et que vous en avez besoin pour la suite. Donc, il faut expliquer aussi la motivation à en bénéficier pour une deuxième année. Parce qu'effectivement, par exemple, je prends l'exemple du Cénom qui a bénéficié de cette aide l'année dernière et qui l'a mis dans son plan de financement, pluriannuel et donc qui ne va pas le ressolliciter pour cette année puisque voilà, le plan de financement sur 3 ans a été bien bouclé pour déployer le label. Et donc, voilà, qui ne vont pas recandidater, mais par contre, c'est possible pour amener une logique de continuité d'action. Donc, oui, c'est tout à fait possible. Après, voilà, on regardera aussi la demande qui est en face et l'équilibre entre les territoires, entre les acteurs. Donc, voilà, on n'a pas de... C'est pas rédhibitoire, mais faut bien l'expliquer. Et le but aussi, c'est que ces aides-là, elles augmentent aussi, enfin, le nombre de territoires accompagnés puisse bien augmenter aussi avec le temps. Pour la question sur l'augmentation enfin, faire en sorte qu'il y ait plus de place, en tout cas dans les formations PJDH. Donc, effectivement, il y a un peu un goulot d'étranglement. Donc, beaucoup de succès du coup dans cette formation. Mais là, on a lancé plusieurs perches pour que d'autres CFPPA, on a plusieurs en France, puissent aussi déployer cette formation. Parce que maintenant, la formation existe, donc elle peut être ouverte ailleurs. Donc, il y a déjà eu des discussions inter-CFPPA pour cela. Donc, on fait en sorte qu'il y ait d'autres lieux de formation. Donc, c'est en cours. Je sais que ça ne va pas s'ouvrir tout de suite, mais c'est en cours. On va aussi faire en sorte qu'on ait, en tout cas en termes de préinscription, que ça soit bien, il y ait aussi peut-être un ordre de priorité en fonction de l'urgence aussi des structures, parce que donc, certains n'ont toujours pas rendu, par exemple, leur module 2, alors que voilà, il faudrait aussi faire en sorte de tout faire rapidement parce qu'on en a besoin. Donc, s'il y en a qui n'ont pas d'urgence à réaliser des PJDH, attendez un peu votre tour. Et puis, par rapport au déploiement du label, ce n'est pas un frein, parce que même si bien sûr c'est important de réaliser et de planifier les PJDH, mais vous pouvez tout à fait réaliser les audits dans un premier temps. Les audits d'entrée dans le label ou les pré-audits, puis les audits d'entrée. Et le PJDH peut intervenir sous les 2 ans suivant la date d'entrée dans le label. Donc, alors bien sûr, si vous labellisez beaucoup d'agriculteurs d'un coup, c'est là où il faut bien doser la répartition du temps sur l'année. Voilà, mais vous pouvez essayer d'échelonner un peu aussi dans le temps.
Et puis, tu avais une dernière question, pardon. Oui, c'était par rapport donc aux référents régionaux. Ah oui, voilà. Sur les référents régionaux, oui, il peut y avoir plusieurs référents régionaux sur une même région. Donc là, il faut bien que ça soit échangé avec le référent régional déjà en place, que ça soit bien au clair. Mais oui, c'est tout à fait envisagé. C'est le cas, par exemple, je ne sais pas s'il y a David Holland et puis Pierrick, mais donc 2 référents régionaux en Bretagne. Qui se sont répartis les thématiques ou des fois, c'est des référents régionaux qui vont se répartir le territoire qui est très grand, enfin la région qui est très grande. Donc, ouais, il y a des logiques à mettre en place tant que c'est bien coordonné et voilà, faire en toute en cohérence et en collaboration, il n'y a aucun problème. Oui, il y a du travail, donc c'est au contraire. Et oui, il existe une liste des référents régionaux. On va le mettre aussi dans l'onglet conversation. Est-ce que c'est bon, Guillaume? On a répondu à tes questions. Oui, c'est parfait. Merci pour ces réponses claires et précises. Avec plaisir. Alors, Clémentine. Oui, bonjour. Alors moi, j'ai une question qui devrait être très rapide. C'était pour avoir la confirmation que le technicien qui est désigné référent technique, il puisse bien être une personne qui est d'une structure externe à la structure demandeuse. Alors oui, tout à fait. Ça peut être de la prestation. Donc après, dans le questionnaire, là, le formulaire en ligne, vous aurez, vous cocherez que vous faites appel à un prestataire externe pour cela. Donc oui, c'est tout à fait possible. D'accord, merci beaucoup. Après, dans la logique, alors voilà, on sait que des fois, vous n'avez pas forcément la compétence en interne, on en a tout à fait conscience, mais c'est vrai que en tout cas on souhaite que ça soit des compétences alors au maximum internalisées parce que c'est comme ça qu'on peut les faire grandir aussi ces compétences, que c'est vraiment intégré dans la structure, qu'on est sûr qu'il y a un portage de ce projet autour de la haie, et si ce n'est pas le cas, qu'il y a un partenariat au moins qui s'inscrive dans la durée également. Mais des fois, oui, ça peut être une collectivité qui n'a pas forcément la compétence et qui a un partenariat avec une structure ou qui fait appel et qui porte quand même un projet ambitieux autour de la haie. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas rédhibitoire, c'est à géométrie variable. Mais en tout cas, l'enjeu, c'est que les compétences restent sur les territoires et puissent bien s'emboîter et voilà, que ce soit des partenariats durables. Alors, Anaëlle, c'est à vous. Oui, alors bonjour et merci pour cette présentation. Alors ma question, elle est un tout petit peu annexe. C'est que nous, on a planté pas mal de haies l'année dernière et on se retrouve cette année dans des situations où des terrains avec des haies existantes vont être vendus ou réattribués, différentes situations qui mettent en péril des haies qui sont déjà existantes et qu'on aimerait sauvegarder. Et les propriétaires seraient d'accord de vendre à une structure, une association pour les préserver parce que si ça part aux agriculteurs, surtout les agriculteurs locaux qui n'ont pas encore la prise de conscience par rapport à la haie, je voulais savoir si une de ces aides pouvait convenir au rachat de terrains dans le but de revégétaliser ou de faire de la régénération, mais surtout sauvegarder des haies existantes parce que c'est un peu incohérent pour nous de planter des kilomètres de haies et puis qu'il y en ait 10 fois plus qui soient détruites l'année suivante. Là, en fait, il faut prendre... Alors non, ce n'est pas une aide pour acheter du foncier. Par contre, là, c'est plutôt vous avez plutôt intérêt en fait à travailler d'abord avec, je ne sais pas avec qui vous travaillez du coup, si c'est des agriculteurs en tout cas, ou des collectivités ou que sais-je, c'est avoir au moins une convention en direct avec ces gestionnaires de haies pour garantir le maintien de ces haies. Alors là, si par exemple il y a une revente de l'exploitation agricole ou d'une partie et qu'effectivement vous n'avez plus de maîtrise, plus de lien, on va dire, contractuel ou de partenariat avec ce gestionnaire chez qui vous avez planté. C'est là où il y a encore un peu un trou peut-être. Il faut qu'on travaille, nous aussi, au niveau national, sur l'établissement de baux ruraux. En
avec peut-être ce travail sur l'inclusion des haies de façon plus importante, avec pourquoi pas le label haies aussi pour garantir une gestion durable des haies qui ont été plantées et des haies existantes. Donc ça, c'est cette question de la propriété des haies et de son transfert, elle est très pertinente, mais encore insuffisamment investiguée. Donc, c'est pas évident. Donc, oui, voilà, les ORE, les obligations réelles environnementales. Enfin, il y a plusieurs outils, mais qu'il faut qu'on réglementaire sur la question de la propriété, les baux et la question du transfert, pour protéger le transfert en cas de changement de propriétaire. Et là, on manque peut-être encore d'outils. Donc là, on peut... Donc, clairement, c'est pas pour acheter du foncier, ces aides, mais par contre, vous aider peut-être à établir ces conventions ou à travailler au maximum sur quelque chose en amont, en fait. Mais on peut peut-être en rediscuter. Vous pouvez me laisser vos coordonnées pour mieux comprendre votre problématique, puisque c'est peut-être un peu... ma réponse est peut-être incomplète. Il faut mieux qu'on comprenne bien. Donc, vous pouvez, dans la conversation, laisser vos coordonnées. On peut rééchanger là-dessus. Très bien. Merci beaucoup. Ce sera même un sujet pour la suite. J'en doute pas. Alors, on va... Robin Beaujard, puis Jérôme Lazage, puis Camille Sornas, puis Jennifer Charles. Merci à tous ceux qui quittent en tout cas le webinaire. Oui, bonjour. Bonjour, merci bien. Alors, attendez, je reprends un petit peu. Voilà, j'ai quelques soucis de fenêtre. Oui, j'avais certaines questions. Du coup, une question que j'ai vu passer d'ailleurs dans le chat qui est sur plutôt une confirmation, ce serait la possibilité de coupler du coup les aides du Fonds pour l'arbre avec des aides qui sont déjà mises en place au niveau régional et départemental. Je pense bien entendu au plan de relance et l'ADPR, par exemple, l'arbre dans le paysage rural. Il me semble que ça avait été... il me semble l'avoir lu ça, mais voilà, c'était pour avoir confirmation déjà. Oui, donc alors nous, on se positionne vraiment sur l'aspect fonctionnement de la structure pour développer cette animation autour de la haie, sur tous ces aspects, plantation, gestion, filière. Donc, en ce sens, elle est compatible avec les aides de financement public. Donc, dans la mesure où ça ne rentre pas voilà, parce que les crédits d'État apportés pour le plan de relance, c'est du 100%. Donc, nous, on est vraiment sur l'aspect fonctionnement de la structure. C'est pour que vous puissiez maintenir vos postes, les ETP, faire en sorte qu'il y ait une durabilité de l'animation qui s'installe et une ouverture vers d'autres volets d'action. Donc oui, c'est compatible. Après, effectivement, on se rattache quand même à une unité d'action qui est le nombre d'arbres plantés, par exemple. Donc là, effectivement, il y a une relation, mais c'est un reporting qui donne une certaine échelle, mais pas... mais voilà, ça n'arrive pas en cofinancement direct. Donc oui, c'est possible. Très bien. Deuxième question, c'était par rapport, pour recadrer en fait cette idée d'animation en fait que vous développez pour que je me fasse bien l'idée de ce que vous appelez une animation. Du coup, par exemple, nous en fait, on accompagne des agriculteurs et des particuliers, notamment à travers ces deux programmes, ceux que j'ai cités, sur de la plantation de haies, donc en leur proposant un montage de dossier, des visites sur le terrain. Une proposition de dossier de plantation du coup, et par la suite un accompagnement sur la commande de plants, l'achat de plants et par la suite l'accompagnement à la taille de haies. Est-ce que pour vous, voilà, est-ce que ça nous cale comme éligible, voilà, sur les aides et sur les aides au moins numéro 1 et 2, il me semble?
Oui, Ouais. tout à fait. Donc ouais, une liste des actions, mais elle est un peu non exhaustive, hein. Il y a encore, voilà, vous pouvez conduire d'autres aspects en fait en termes d'animation, mais c'est bien ça, ça passe de la mobilisation au montage du dossier, voilà. Et puis, mais en termes, on va dire, de suivi comptable de l'aide, il faut que ça arrive, voilà, en fonctionnement et même si derrière, ça vous permet d'ouvrir sur l'ensemble de ces volets-là. Donc oui, tout à fait. Justement, voilà, parce que moi je trouve que c'est intéressant ce qui se passe ici, justement pour qu'on étoffe un peu notre offre de prestations, voilà, par rapport à la plantation 2. Et moi je passais justement par rapport à étoffer l'offre sur l'entretien, sur Oui. le développement à la végétale locale, que je trouve très intéressant, parce qu'effectivement il y a une pénurie, c'est faire quelque chose pour que une pénurie, et puis pour développer cet aspect végétal local, un peu impliquer tout le monde. Du coup, très bien, voilà, merci pour la réponse à cette question-là. Oui. Et en extension de cette question-là, c'est par rapport à l'aide numéro 3. Du coup, avec le contexte là, que je vous ai annoncé, mettons, je veux monter un dossier pour prétendre à l'aide numéro 3, là. Je dis sur le label EE, en fait, mettons que je veuille me lancer là maintenant, sans l'avoir fait avant, à faire des audits. Non. Non, il faut déjà être intégré dans la notion. Voilà, il faut avoir suivi au moins une formation sur le terrain. Donc là, il faut se rapprocher des référents régionaux qui peuvent vous accompagner sur cette thématique. Si vous êtes dans une région où il n'y a personne, vous nous appelez, nous, directement, la fac nationale. Voilà, c'est en train de se développer, de s'installer dans le territoire. Donc, il y a des régions non couvertes. Donc, ceux qui veulent candidater à l'aide pour référent régional, voilà, n'hésitez pas. Mais voilà, comme le disait Christine dans la présentation des aides, une connaissance solide en cette matière. Donc là, je pense que vous n'êtes pas sur le volet référent régional. Mais en tout cas, non, il faut d'abord avoir suivi pour comprendre la philosophie, la lecture des indicateurs. Après, c'est très rapide et c'est bien encadré. Donc, mais voilà, il faut avoir. Là, en fait, cette aide-là, elle est faite pour ceux qui sont prêts à partir et qui ont été quelque part aussi formés, qui ont monté un dossier. Donc, c'est vraiment, il y en a beaucoup aujourd'hui. Donc, c'est plutôt destiné à ceux qui en ont besoin là, pour passer à l'action. D'accord. Mais voilà, vous pouvez vous préparer en amont. Et voilà. Et donc, la liste, je l'ai bien mis dans la conversation, la liste des référents régionaux est à disposition. D'accord, très bien. Bon, c'est tout pour moi. Je vous remercie. Merci à vous. Donc, je crois que j'avais dit Jérôme ensuite. Oui, bon. Attendez. Vous pouvez réactiver votre son. Je crois que j'ai cliqué sur malencontreusement sur votre micro. Oui, c'est bon, oui. Du coup. Oui, bonjour. Donc, Jérôme Lesage, comme mes territoires. Donc, j'avais effectivement quelques questions. Alors, on a effectivement au sein de l'association une compétence sur la haie. On est impliqué dans le plan de relance depuis 2 ans. Et on suit également en région centre le développement de la fac, du projet de la fac en région centre Val-de-Loire sur lequel on est associé. J'avais une question plus sur la partie financement de l'animation. J'ai peut-être pas trop saisi du coup comment ça se passait, si c'est un ratio des plans. Oui. Donc ça, c'était ma première question. Et puis après, j'avais des questions sur la prise en charge de tout ce qui est chantier de plantation. Parce que nous, on fait des fois, soit on le fait avec de la main-d'œuvre volontaire, soit des ESAT, soit des paysagistes. Étant donné que tout ça, ça vient en même temps, du coup, on essaye de mobiliser l'ensemble des acteurs. Et puis la question aussi j'avais la prise en charge du matériel, tout ce qui est paillage, protection. Et également, j'avais une question sur le pourcentage des acomptes. Du coup, là, c'est plus pour une question de trésorerie en fait associative. Entre le mois d'avril et le mois de septembre, quels sont les taux en fait des différents différents versements. Voilà, juste pour la question de la trésorerie. Peut-être. Merci. Christine, tu veux peut-être répondre à
question? Oui, tout à fait. Alors, chaque aide a un fonctionnement un peu particulier, mais en ce qui concerne l'aide 1, enfin, c'est sur celle-là, hein, voilà. Donc, sur l'aide 1, il y a un versement qui intervient une fois que vous avez fait un premier bilan de votre saison. Vous nous rendez un bilan au mois de janvier. Et il y a un premier versement qui intervient en février. Alors, cette année, désolé, il est un peu décalé pour cette année parce qu'en effet, avec les adhésions, avec les bulletins d'adhésion avec les AFAC régionales, ça a été un petit peu bouleversé. Du coup, les versements cette année sont un peu tard, je suis désolée, et arrivent au fur et à mesure que les structures sont à jour de leur cotisation, en fait, à la fac, à leur AFAC régionale, à la fac nationale. Donc, normalement, le premier versement en février, au plus tard mars. Et puis ensuite, avec votre bilan final qui intervient au mois d'avril, le versement intervient après au mois de septembre. Voilà, sur l'aide 1. D'accord, donc le premier versement, en fait, il est lié, il est lié à la réalisation à quand la même. réalisation passée, Ouais, et du tout coup, à fait. 100% de la réalisation qui est passée. Alors, 100%, non. Alors, 100% de ce que vous allez annoncer en plan, sur vos plans, mais pas la partie végétale locale. Celle-ci, de toute façon, elle est payée, tout est payé, même si vous en faites en première partie de saison, tout est payé au mois de septembre de l'année d'après, en fait. Le premier acompte ne comprend que la partie des plans hors végétal local. Je me fais bien comprendre? Ouais, je sais. Donc, le premier acompte correspond effectivement à ce que vous avez réalisé de décembre jusqu'à janvier, début janvier. Là, du coup, l'aide est calculée par rapport à ce que vous avez réalisé, au nombre de plants plantés que vous avez accompagnés dans le cadre de votre animation territoriale. Comme le dit, et ce qui est bien conventionné aussi, hein, c'est-à-dire que si vous avez fait plus que ce qui est conventionné, on ne restera que ce qui est conventionné. Comme le dit Christine, tout ce qui est... donc là, si vous avez réalisé 100% de vos plantations, on prendra 100% de 0,85 centimes. Donc si c'est 7000 plants de 100% conventionnés, ça sera 7000 fois 85 centimes. Et ça sera versé. Donc on va essayer de tenir au maximum sur février, mais on préfère dire avril parce qu'il y a des aléas. Donc voilà. Effectivement, et le solde, on va dire, en végétal local, lui interviendra en septembre. Donc, c'est 22 centimes fois, si c'est 50% de 7000, c'est 350 000. Donc, ça intervient en septembre. En gros, si je comprends bien, le solde de végétal local, il va comprendre les 2 saisons de plantation, en fait. Oui. C'est ça. OK. Exactement. Voilà. Ensuite, donc, dans vos questions, c'était si les plantations étaient réalisées avec des ESAT, c'est ça? Ma question, c'était oui, sur la question des chantiers de plantation. Je voulais savoir, du coup, est-ce que dans les coûts par plan, ça intègre la partie animation, ou ça intègre la partie effectivement chantier de plantation? Est-ce que ça intègre la partie matérielle? Oui, ça peut être tout ça. D'accord. Donc, en fait, c'est les 85 centimes, c'est un forfait à la fois à l'arbre, à la fois au chantier de plantation et à la fois au matériel, en fait. Oui. Ça. Et voilà, ça peut tout couvrir, mais voilà, il faut vraiment que ça reste dans votre structure. C'est un financement pour votre structure, pour réaliser toute cette action. Et effectivement, ça peut couvrir tout ce que vous venez d'énoncer, quoi. Comment ça, si ça reste dans notre structure? Si, par exemple, vous ne pouvez pas reverser cette aide. Ah, je ne peux pas reverser. C'est-à-dire que je ne peux pas employer un ESAT, en fait, pour faire le travail. Vous pouvez le faire, mais cette aide ne peut pas être reversée intégralement ou même en partie à l'ESAT. C'est vraiment une aide qui est dédiée à votre structure. D'accord. En gros, il faut que je trouve des financements complémentaires en fait, pour financer ce que je ne peux pas financer. En fait. En gros, ou alors, il y a une autre voie possible, c'est, donc, je ne sais pas si vous avez un partenariat avec cette ESAT, avec un partenariat, une convention de partenariat et financière, vous pouvez intégrer cette aide-là dans cette convention pour déduire et baisser leur coût d'intervention. Mais ça ne peut pas être un reversement direct
d'un compte bancaire à un autre, vous voyez, entre vos deux structures. Ça peut faire partie d'un plan de financement global que vous avez qui apparaît dans votre convention de partenariat avec les AT, qui participe au fait que comment dire parce que là en fait oui non parce que vous payez de toute façon une partie. Là, ça couvrirait pas tous les frais de l'ESAT. Non, ça couvrait. Enfin, je ne sais pas parce que en fait, il faudrait que je calcule en fait au total de ce que ça représente. J'ai pas tous les chiffres en tête, mais en fait, l'idée c'est quand on a les chantiers, il faut du monde en fait. Oui. Donc en même temps. Et sur certains chantiers, on fait ça avec du bénévolat, et puis sur d'autres, on n'a pas forcément assez de bénévoles, donc il faut en tout cas, cette aide-là, là, soit vous allez chercher, c'est le but aussi, c'est d'aller chercher d'autres soutiens financiers, parce que c'est vrai que c'est une action qui est quand même qui est coûteuse. Voilà, c'est pour tous ce qu'on a cité. Donc, l'idée, c'est que ça soit un effet levier pour que vous allez voir des financeurs publics, par exemple, pour leur dire, écoutez, nous, on a déjà ça comme financement privé. C'est notre part d'autofinancement. Pour le fonctionnement de notre structure, on a besoin d'autres choses. Et souvent, ces autres choses comme le financement des fournitures et tout ça, c'est de l'investissement. Donc, c'est souvent bien mis en place dans les... Oui, c'est ça. En fait, dans les actions qui sont menées par le passé, en fait, il y a effectivement des montages qui sont faits pour... le fond de l'arbre sert en partie d'amorce en fait pour développer des actions plus importantes, si c'est bien ce que j'ai compris. Exactement. D'accord, ok. Parce que nous, on a une petite pierre dans l'édifice. On représente parfois plutôt 20%, ça dépend, mais de l'action qui peut être portée autour de la haie par une structure. D'accord, ok. Alors, il y en a qui ont déjà des plans de financement acquis avec les subventions publiques et pour qui il manque quelque chose, donc on vient boucher les trous. Et d'autres, c'est l'effet levier pour aller chercher. Donc, c'est vraiment cette logique-là. On est dans un écosystème d'aide, on n'est pas tout seul. D'accord. On ne se voit pas du tout comme tout seul, mais au contraire, on s'accroche à des politiques qui aujourd'hui sont mises en place pour la haie. Très bien, merci pour vos réponses. Avec plaisir. Alors, Camille et puis Jennifer. Donc Camille, on vous entend comme dans un écho. Alors votre son fonctionne mal. Alors je peux vous proposer de décrire peut-être votre question dans le chat. Et puis on va prendre celle de Jennifer en attendant. Désolée Camille. Je vous appelle Camille, mais c'est plus facile. Bonjour, merci. Oui. Du coup, moi, j'avais deux questions. La première, elle concerne l'aide numéro 3. Enfin, je ne me suis pas présentée, Jennifer Charon, les planteurs volontaires, pour ceux qu'on ne connaît pas. Du coup, donc, concernant l'aide numéro 3, en ce qui nous concerne, donc, nous, on aimerait bien se lancer dans le label E. Mais du coup, les dépenses éligibles, elles sont hyper larges. En sachant que nous, on a été formés au PGDH, on aimerait se former du coup auprès de Françoise au label E. Mais du coup, on ne sait pas combien de temps dure ce genre de formation et donc on ne sera pas dans la possibilité de remplir beaucoup des critères qui sont utilisés là dans les dépenses éligibles. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Comme je disais, c'est vrai qu'il faut être le label, il y a plusieurs étapes dans la formation, mais on va dire la première pour se lancer, ça peut être 3-4 jours de formation, alors répartis dans le temps. Hein. Vous pouvez avoir 2 jours de formation sur le terrain, ensuite faire des pré-audits, revenir et partager vos questions sur les pré-audits réalisés, corriger le tir, etc. Donc ça, c'est clair que ça ne va pas représenter du tout les 10 000 euros de dotation attribuée. Donc là, il faut voir si vous êtes prêt déjà si vous avez déjà un groupe d'agriculteurs qui serait engagé, à mobiliser. Enfin, il faut que vous ayez quand même un programme de déploiement un peu bien posé, quoi. Parce que c'est pas juste une aide pour se former au label et c'est clairement pas ça. Ça en fait partie, ça peut couvrir même des formations qu'il y a eu avant de recevoir cette aide. Mais il faut pouvoir aller plus loin et vraiment avoir une action très, très, très concrète, en fait, déjà.
Ok, ça marche. Donc, on sera peut-être pas forcément prêt, il faut que j'en discute avec les collègues. Et ma deuxième question, mais après, ça peut être intéressant quand même ou alors de dire que vous voulez solliciter cette aide-là, même pour pas cette année, mais la prochaine, pour préparer. Ouais, d'accord. Parce que ça aide, nous, à planifier un peu aussi voilà, quelle structure est prête, dans quel stade de déploiement ils sont. Et puis, après, vous pouvez voilà, vous rapprocher effectivement de François Gion, qui est référent régional Label E en Hauts-de-France, pour voir quelle autre aide solliciter en termes de subventions publiques, planifier ce que vous voulez faire, votre projet, quoi. Ouais, ok, voilà. Ça marche. Et nous, la fac, on peut être en appui. Voilà. Ok, du coup, merci. Et la seconde question, elle concernait l'aide numéro 2. Oui. Du coup, on a été informé dernièrement cette année qu'il y avait une aide complémentaire pour les correspondants végétal local qui passait maintenant pour le fonds pour l'arbre. Tout à fait. Je ne sais pas si ça s'est renouvelé et du coup, si c'est compatible avec le numéro 2, je ne savais pas trop. C'est compatible, tout à fait compatible. Donc là, on l'a fait un peu précipité pour la saison 21-22. On était en retard parce que il y avait pas mal de discussions aussi avec l'OFB qui apporte un cofinancement pour cette aide-là. Donc là, on ne l'a pas réinscrite dans ce nouvel appel à projet 22-23. Enfin, on ne l'a pas lancé maintenant, mais il y a bien un budget qui est dédié pour l'aide correspondant locaux végétal local qui sera lancé plus tard. Ok, super. Compatible avec l'aide numéro 2. Nickel, merci. Donc là, vous avez, c'est l'exemple parfait de la combinaison possible entre les différentes aides, qui fait que ça devient une dotation intéressante. Alors, Baptiste, peut-être la dernière réponse, et puis Camille, je vous réponds sur le chat. Baptiste Feilleux. Ok, merci de me donner la parole. J'ai une question sur l'aide numéro 1. Excusez-moi, c'est un peu technique. C'est peut-être ça répond à ce que disait Jérôme Lesage. En tout cas, peut-être ça va compléter. Alors nous, parfois, on réalise des projets de plantation pour le compte d'organismes qui ont des projets collectifs de plantation, type les parcs, etc. Et du coup, on est en prestataire de services sur les plantations. Alors, qui peut faire la demande auprès, même si nos dépenses éligibles, j'ai compris qu'elles étaient plus vastes, mais qui peut faire la demande pour le fonds pour l'arbre? Est-ce que c'est au parc ou est-ce que c'est au prestataire de service? Ou est-ce que c'est les deux? Non. Là, c'est pas les deux, en tout cas. Il nous faut un mandataire désigné, on va dire, un pilote. Et là, ça peut être... c'est peut-être mieux que ce soit effectivement le parc et que vous ayez là également une convention de partenariat et de bénéficiaires associés pour avoir un plan de financement commun en mettant chacun ce que chacun apporte, ce que chacun a besoin. Et il y a un équilibrage à la fin, mais il n'y a pas un reversement, en tout cas, de l'aide directement du parc vers vous. Il faut que vous ayez un plan de financement global et où c'est bien, c'est un pot commun quelque part, et puis après, chacun perçoit les financements qu'il lui faut. Par rapport à l'action commune que vous portez. C'est vraiment une toute autre logique. On n'est pas dans de la prestation, c'est vraiment on porte ensemble un projet. Oui, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, je vais peut-être répondre du coup à Camille Sornas. Donc vous êtes... Donc là, si vous n'êtes pas du tout une structure finalement qui développe un projet territorial autour de la haie, là, vous pouvez vous rapprocher en fait des structures de votre territoire. Donc, on va remettre la carte en ligne vous avez la carte des opérateurs engagés. Alors, pour 21-22, mais généralement, il y a quand même une certaine stabilité. Ça va être globalement les mêmes structures, mais elle sera actualisée en mi-juillet quand il y aura les lauréats. Et donc là, vous pouvez vous rapprocher d'eux pour vous investir dans un projet de plantation de haies. Voilà, et quand c'est la première fois, effectivement, il faut absolument... Là, je pense que vous êtes vraiment plus dans la logique d'être accompagné pour votre projet de plantation. Et donc là, c'est faire appel à une structure opérateur du fonds pour l'arbre qui est du coup, par aussi le fait qu'on est retenu, présente aussi toutes les qualités pour vous accompagner.
Alors, le faire de manière indépendante, oui, mais je pense que là, vous êtes plutôt dans un projet isolé. Et puis nous, on tient beaucoup à ce que ça soit... nous, on soutient en fait une animation territoriale. On ne soutient pas uniquement des projets de plantation. Et c'est là la différence, en fait. On est vraiment dans faire en sorte qu'il y ait des structures qui puissent mener cet accompagnement sur le long terme, accompagner l'après-plantation ou avant la gestion. Donc, c'est vraiment l'ensemble de l'action qui a à conduire et qui fait appel peut-être à d'autres partenariats, qui fait appel aussi à de la montée en compétences des techniciens. Enfin, c'est vraiment un métier, en fait. Et donc, non, on ne reverse pas l'aide directement à ceux qui plantent, quoi. Oui. Voilà. Mais pour nous, c'est vraiment la garantie, en fait. Quand on reverse à une structure, quand on soutient une structure qui mène ce type d'action, ça nous assure aussi derrière une garantie de durabilité de l'action, des plantations, qu'elles soient mises dans un projet d'avenir aussi, quoi, avec une valorisation derrière économique, pour être sûr que ça soit maintenu aussi dans le temps, que ça soit bien positionné par rapport à l'exploitation ou au lieu, en tout cas, sur lequel intervient la haie. Donc, c'est une logique globale et on a besoin d'avoir beaucoup de garanties sur cette forme d'animation qui a à conduire et avec plutôt quelqu'un qui va intervenir auprès de plusieurs porteurs de projets. Oui, vous pouvez tout à fait faire ça et ça ne vous engage à rien. Donc, vous pouvez vous rapprocher d'eux. Je vous mets le lien vers la carte tout de suite. Voilà. Je pense qu'on a épuisé les questions, Christine. Oui, je crois que c'est bon. Voilà, la carte. Hop. Eh bien, écoutez, on va clore ce webinaire. Merci. On a un peu dépassé le temps, donc pour ça, effectivement, peut-être qu'il faudra prévoir un peu plus de temps la prochaine fois. Mais merci d'avoir suivi ce webinaire. Puis on espère que ça a répondu à l'ensemble de vos questions et que pour pouvoir candidater, on va dire en sérénité, en toute connaissance de cause, pas avoir de malentendus, de déception avant. Et puis, on vous souhaite une bonne candidature et puis voilà. En tout cas, bravo pour le travail que vous accomplissez, vous souhaitez accomplir. On est là pour le soutenir au sein du fonds. Alors, Daniel Pougeot, votre réponse. Alors, attendez. Chut. J'ai pas vu la question. Daniel Pougeot, si vous êtes parti, non. Est-ce que vous pourriez me faire part de votre question? Non, Paul, c'est la commune de Port-sur-Vienne, dispose d'un plus. Je ne suis pas parti, j'ai posé ma question tout à l'heure. Et donc, je vous remercie de me l'envoyer, la réponse, parce que je ne veux pas allonger le webinaire. Ah oui, alors je suis perdue, moi. Non, mais Paul, en fait, la question, c'était la commune de Port-sur-Vienne dispose d'un plus, d'une TVB et d'un ABC et vise à programmer un programme de lutte contre l'érosion des sols dans lequel l'arbre et la haie ont toute leur place. Quelle combinaison des aides? Ah, d'accord. Ça vient en plus. Ouais, voilà. Il faut vraiment avoir une action sur la haie. Voilà. Et puis, en effet, peut-être passer par un prestataire si vous n'avez pas les compétences, en effet, en interne pour la plantation. Mais ça peut tout à fait se combiner avec tout ce que vous faites. Mais en effet, ce sera une action supplémentaire, j'imagine. C'est ça. Voilà. Donc oui, et en effet, vous êtes éligible. Mais du coup, peut-être en effet en passant avec un prestataire qui vous accompagnera dans la plantation. Donc là, vous pouvez solliciter l'aide 1. L'aide 2, peut-être peut-être pas cette année, vous pouvez monter en puissance progressivement. Et inscrire plutôt l'inscrire vraiment dans une politique globale de la collectivité pour que vous puissiez avoir mandat
pour ensuite, est-ce qu'il faut embarquer les élus? On a déjà une politique de plantation. On est à plus de 350 arbres plantés là, depuis 5 ans. On a même créé une forêt-jardin pour accueillir un écoquartier. Donc, vous avez déjà les compétences de plantation en interne, enfin, pour l'accompagnement. On a les compétences de plantation. Alors, c'est en interne, mais on fait aussi appel à un prestataire qui, bien entendu, assure sa technicité. Moi, la question, elle était à la fois sur la combinaison des aides, puisque j'ai suivi ce que vous avez exposé, mais en même temps, est-ce que quelque part, on peut bénéficier d'une ingénierie? C'est vraiment l'outil qui nous manque au niveau des communes rurales. Et ça pourrait servir à d'autres, puisque... C'est là où il faut travailler en partenariat avec ces structures. Donc là, on a mis plusieurs fois le lien vers la carte des opérateurs, mais vraiment de vous rapprocher de ces opérateurs pour travailler avec eux ce projet en fonction des compétences dont vous disposez sur votre territoire, avec externaliser, quoi. Et de le voir vraiment comme une manière de... C'est la logique de coopération interstructure qu'on essaye d'amener. Hein. C'est vraiment ça. C'est, voilà, vous avez des élus, ce qui est déjà génial, certaines compétences, et il vous manque certaines cordes à votre arc, ou de quoi monter un projet global qui aille plus loin que la plantation, qui embarque peut-être les agriculteurs de votre territoire, qui développe des filières économiques de valorisation. Enfin, il y a plein de choses à imaginer, et c'est là où ces structures-là aussi, ces opérateurs experts peuvent vous aider, et ensemble, vous pouvez imaginer un projet de développement à l'échelle de votre collectivité. Ouais. Très bien, merci. Avec plaisir. Bon, et on va clore le webinaire. Merci à tous et toutes. Merci. Au revoir. Merci.